watila badamonje kola waliande faye moni. L'intitulé, enfin, la fabrication des statistiques au Cameroun. L'intitulé de la session est une invite à envisager la mise en ombre du réel dans une perspective constructiviste. À rebours d'une approche métrologique qui considérerait les chiffres comme le reflet d'une réalité mesurable en soi, il s'agit, dans ma compréhension de ce sujet, d'interroger les processus politiques et sociaux qui ont présidé à la construction et à l'utilisation des chiffres, ainsi que la manière dont ces chiffres eux-mêmes ont contribué à instituer une certaine forme de réalité. C'est cela notre objet. Pour l'introduire à la fois et pour en justifier le choix, en éclairer les enjeux, j'ai voulu vous présenter une petite historiette symbolique et un point d'histoire locale au Soudan qui permettent de donner la mesure un peu des questions dont il me semblait qu'il fallait les évoquer. L'historiette symbolique en question est celle relatée par le chef du service colonial, Georges Bournier, du service colonial des statistiques, inspecteur général du service national des statistiques, le 23 mars 1944, dans le cadre d'une conférence à l'École supérieure coloniale à Paris sur le thème de la statistique coloniale. Il nous dit ceci: pour les statistiques agricoles, je m'en tiendrai à l'historiette symbolique que voici. Dans un cercle de l'AOF, un administrateur passant un jour près d'un marais s'aperçoit qu'on y a planté du riz. Il nomme dans son rapport économique annuel cette production de la province. Les années passent et chaque année, sans plus vérifier l'existence de la rizière, l'administrateur ou son successeur mentionne la dite production et admet bien entendu qu'elle a légèrement augmenté. Au bout de quelques mois, de quelques années, la production est devenue assez importante pour que le gouvernement général s'intéresse à cette richesse et demande un rapport spécial sur la question. Alors on enquête et on constate qu'aucune rizière n'existe dans la province. La production de riz n'existait et n'était devenue importante que sur le papier. Cette historiette nous dit qu'on aurait tort de faire entièrement confiance aux statistiques agricoles coloniales. Celles-ci portent deux caractères communs à bien des chiffres. Les conditions de leur production s'estompent et disparaissent dans l'espace public avec le temps. Et comme le dit Bournier lui-même, plus on est loin de la source des chiffres et plus on a tendance à leur faire confiance sans examen, surtout s'ils ont un caractère officiel ou s'ils ont eu la bonne fortune d'être imprimés. Prenant appui notamment sur cette confiance, les chiffres contribuent à produire la réalité autant qu'ils la mesurent. Par ailleurs, cette historiette nous rappelle que le chiffre s'inscrit dans un cadre institutionnel et social qui le soutient et produit des effets spécifiques. Ainsi, une réalité virtuelle émerge de l'interaction entre le système statistique et le cadre d'évaluation des administrateurs coloniaux. Faire du chiffre à procéder des procédures d'évaluation de la performance de ces administrateurs. Deuxième point, le chiffre se construit comme un outil de gouvernement, pour reprendre le mot de Desrosières, s'inscrivant dans une perspective de pilotage de l'activité publique qui structure une allocation des ressources, elle-même produisant une nouvelle réalité. Deuxième élément qui peut servir à éclairer certains des points qui me paraissaient importants dans l'approche de cette question de la fabrication des statistiques, c'est une tournée d'arpentage de terrain de culture dans le cercle de Nioro en 1942 par un commis stagiaire des services civils. Ce monsieur, qui s'appelle Pernon, a mesuré des champs dans la perspective d'établir des statistiques de surface, de production et de rendement utilisables par le service de l'agriculture. Et pourtant, dans son rapport de tournée, il nous dit que les chiffres qu'il présente sont faux. Le chiffre ne correspond pas du tout à la réalité, écrit-il. Le commandant de cercle qui rapporte cet élément dans un télégramme-lettre au gouverneur que j'ai eu le plaisir de consulter, et il dit, alors il impute cette fiabilité incertaine à un trop grand nombre de villages à visiter pour faire une enquête approfondie. Le travail qu'il a pu faire a été contrarié par les pluies, la dispersion des terrains de culture, le mauvais vouloir des gens qui supportent assez mal qu'on les contrôle de près. Si la présente tournée ne permet pas de dégager avec suffisamment d'exactitude les superficies moyennes cultivées,
sur les 3 cantons visités. Elle a par contre permis de stimuler les efforts de 32 villages et de constater que partout, on travaillait avec ardeur. En vérité, alors, ayant pris connaissance du rapport, le gouverneur demande à un inspecteur des affaires administratives ce qu'il en pense, et l'inspecteur dit ceci. Monsieur Le Floch a discuté l'application de la circulaire 505 Affaires économiques sur le recensement des cultures. Or, le rapport de tournée de M. Pernon et la transmission du commandant de cercle sont la meilleure illustration que l'on puisse obtenir des résultats négatifs de tournée de l'espèce faite en dépit des instructions précitées. M. Pernon a fait une tournée de 24 jours durant laquelle il a visité 32 villages, préjugés défavorables à la comparaison de ces 2 chiffres. Mais surtout, quelle conclusion tirer de la tournée et du rapport? Aucune. Il aurait mieux valu faire moins, mais mieux, visiter et recenser 10 ou 12 villages seulement, mais au moins fournir des éléments précis et indiscutables, ce n'est pas le cas. Il suffit de lire la transmission de M. Le Floch. Alors, il y avait effectivement, ça signifie qu'il y avait au moment où la mission avait lieu, il y avait une circulaire qui était en discussion dans la colonie. Cette circulaire visait à instituer une nouvelle méthode d'établissement des statistiques de superficie et de production fondée sur l'arpentage précis de terroirs en nombre limité. La méthodologie retenue manifestement a été diversement reçue et en tout cas a été rejetée par le commandant de cercle du cercle de Nioro. La lecture alors, en vérité, quand on lit les rapports, non seulement celui-ci, mais d'autres rapports de tournée, ce qu'il apparaît, c'est que 2 visions du monde s'affrontaient autour d'enjeux qui pouvaient être importants, à savoir l'établissement de plans de production, la détermination de taux d'imposition, l'appréciation du travail du commandant de cercle lui-même. Le commandant de cercle avait une vision de sa circonscription qui était marquée par une forte diversité, quand la procédure instituée par les services centraux à Bamako était fondée sur une convention d'équivalence qui posait le cercle comme une entité homogène. Donc, ce débat sur le chiffre et sa méthode d'élaboration renvoyait en vérité au cadre de mise en œuvre des politiques coloniales. Et pour finir cette introduction qui visait simplement à éclairer quelques enjeux, le chiffre repose sur une découpe de la réalité, une représentation qui est plus ou moins juste, plus ou moins légitime, plus ou moins acceptée. L'efficace du chiffre tient à la solidité des consensus sur les conventions qu'il institue. Et derrière la convention, la mesure elle-même comporte des enjeux qui déterminent la fiabilité des statistiques produites. La construction d'un chiffre mobilise donc une pluralité d'enjeux institutionnels et sociaux, potentiellement politiques, qu'il faut éclairer. Et c'est la tâche dévolue à messieurs Eric Onana et Marius Fonkou pour ce qui est de la statistique dans le Cameroun colonial et post-colonial. Vous connaissez Marius Fonkou qui a fait la semaine dernière une présentation sur la coopération statistique. Monsieur Onana est quant à lui docteur de l'université de Yaoundé, travailler sur la production et les institutions statistiques dans le Cameroun colonial, et ils ont la charge tous les deux d'expliciter tous ces enjeux dans le cadre de leur présentation, portant pour le premier, M. Onana, sur le Cameroun colonial et pour M. Fonkou sur le Cameroun post-colonial. Je leur donne la parole. Il ne s'agit pas de la production des statistiques. Je n'ai pas travaillé sur la production des statistiques, j'ai travaillé sur les politiques et les institutions statistiques au Cameroun 1921-2001. Bon, voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole. En principe, ce n'est pas moi qui devais faire cette présentation, elle m'a été collée, donc ayant fait des travaux là-dessus, je l'ai accepté avec une très grande fierté. C'est le professeur Folefak qui était chargé de faire cette présentation, donc qui porte sur la fabrication des chiffres au Cameroun. Alors, d'entrée de jeu, le mot fabrication me pose un petit problème parce que il a une petite note péjorative. À la place, j'aurais plutôt mis peut-être production statistique, production des chiffres au Cameroun, ou alors adaptation de la production des chiffres au Cameroun,
ou on pouvait encore continuer en disant la maturation de la production des chiffres au Cameroun. Parce qu'il va s'agir là d'un processus qui va amener les chiffres vers on va aller vers la scientificité des chiffres. C'est-à-dire qu'on va construire des chiffres dans une logique scientifique qui n'avait pas existé jusqu'à la période du protectorat allemand. Alors, je vais utiliser le slide puisque je n'ai pas de texte. Ça va venir. Ça va venir. Je vais régler ça. Je réfléchirai après. Ouais. Oui, merci. Voilà. Oui. Alors, en guise d'introduction, vous avez dit que l'histoire de la fabrication des chiffres officiels au Cameroun en tant qu'entité territoriale commence sous le protectorat allemand. Elle est malheureusement mal connue à cause de la barrière de la langue. Donc, en réalité, il a existé, même dans l'Afrique précoloniale, avant que les Allemands n'arrivent en 1884, il a existé un processus de dénombrement, mais qui actuellement n'est pas encore, on n'a pas encore achevé de l'étudier. Mais en ce moment-ci, on considère que les statistiques officielles ont commencé avec la période de protectorat allemand. Alors, la production statistique dont les chiffres sont diffusés durant la période de mandat et de tutelle est à la fois l'œuvre de la France et de la Grande-Bretagne. En réalité, pour la petite histoire, il s'agit là du condominium franco-britannique. Après la Première Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne se sont partagés le Cameroun, où la Grande-Bretagne a eu le 5e du territoire et la France les 4 5e. Le 5e du territoire donné par la Société des Nations à la Grande-Bretagne a été rattaché administrativement au Nigeria. Et c'est à cette occasion que vous allez voir que le Cameroun va avoir l'occasion de suivre deux procédés statistiques différents, qui sont le procédé statistique britannique et puis le procédé statistique français. Donc, les Anglais sont les premiers à instaurer le procédé de recensement au Cameroun occidental. Et il est bien vrai que les procédés de recensement en ce qui concerne la colonie du Nigeria ont commencé en 1866. Mais la Grande-Bretagne, de par sa tradition décennale de faire de la production statistique, jusqu'en 1921, avait respecté cette tradition-là. Mais les chiffres les plus illustratifs que vous pouvez avoir sur la colonie du Nigeria datent de 1911. Donc c'est à partir de 1911 que vous pouvez avoir des chiffres véritablement officiels et scientifiques. Mais en ce qui concerne le Cameroun, le recensement de la population, par exemple, a commencé en 1921. C'est ce qui explique d'ailleurs la première borne chronologique. Alors, dans cette communication, je vais opter pour une approche chronologique qui va s'appuyer sur les contextes ou les circonstances ayant conduit à la confection des chiffres de dites périodes. C'est-à-dire que, dans ma façon de voir, les chiffres officiels, s'ils doivent être utilisables, en réalité doivent être compris dans le contexte dans lequel ils ont été produits. Sinon, ils n'ont pas de sens. Alors, dans cette approche, je vais opter pour deux techniques pour expliquer la fabrication des chiffres. La première technique que je vais utiliser est l'interprétation des données chiffrées, l'analyse des données chiffrées, qui va me conduire à la reconstitution de la fabrication des chiffres.
Et la deuxième technique que je vais utiliser est une technique thématique. Cette fois-là, il va s'agir du Cameroun français, où je vais expliquer de manière thématique le processus de fabrication des chiffres. Alors, je vous présente ce tableau qui porte sur l'évolution de la population du Cameroun occidental de 1921 à 1953. Vous allez remarquer là qu'il manque quelques chiffres, surtout les chiffres de 1921. Et vous avez en 1932 374 000 pour ce qui est de la population totale. Et il manque le chiffre de 1941. Par la suite, vous avez la production annuelle des statistiques qui va de 1949 à 1953. Alors, je vais utiliser un graphique pour essayer de montrer comment les chiffres ont été fabriqués. Donc, en réalité, la courbe verte que vous voyez là constitue celle de la population totale. Et c'est cette courbe que nous allons étudier. Donc, à partir de 1921, vous voyez que nous partons là de l'année 0, où normalement nous sommes censés avoir les chiffres de cette année. Mais ces chiffres-là n'ont pas été publiés. Pourquoi? Parce que le census officer, qui est c'est-à-dire l'officier en charge du recensement de cette année-là, qui s'appelait P.A. Talbot, c'était un Anglais, avait publié les résultats dans 4 volumes. Mais ces volumes-là se trouvent actuellement en Angleterre. Nous n'avons jamais eu l'occasion de les visiter. Mais si vous allez constater qu'on part de 0 pour arriver à 374 000 en 1932. Il y a une histoire à cela. Parce que ici, même s'il n'y a pas de chiffres, il y a eu un processus de fabrication des chiffres qui reposait sur 2 choses. L'indirect rule, c'est-à-dire la politique d'administration anglaise. Oui. Et la deuxième, c'était l'imposition comment on appelle ça? L'impôt de capitation. Donc, on faisait le dénombrement pour ces 2 choses, c'est-à-dire payer l'impôt de capitation et essayer de contrôler la population par rapport à l'indirect rule. Et en ce moment-là, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont déroulés où les populations étaient réticentes au procédé de recensement parce qu'elles ne voulaient pas payer l'impôt. Et la deuxième chose, c'est que le procédé d'indirect rule n'était pas propre au peuple autochtone qui existait déjà, parce que lorsque les Anglais retraçaient le territoire, il arrivait des fois qu'ils mettaient sous l'autorité, un peuple sous l'autorité d'un autre. Et cela ne plaisait pas beaucoup aux autochtones qui, à la fin, ne participaient pas beaucoup au recensement. Donc, vous allez voir qu'à partir de ce moment, si je reviens sur le tableau, vous allez constater que tous les chiffres sont ronds. C'est-à-dire que vous avez 374 000, 472 000, 486 000. C'est parce que les procédés, les techniques de fabrication des chiffres des Anglais reposaient sur les méthodes de regressement. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir des agents recenseurs dans les ports, qui pouvaient faire les porte-à-porte dans certains villages ou dans les quartiers, ou alors ils pouvaient regrouper la population et faire le décomptage. Mais à la fin, ils utilisaient des procédés mathématiques de regressement pour fabriquer des chiffres. C'est pour ça que vous avez des chiffres qui sont totalement ronds. Alors, le deuxième recensement qui va se poursuivre à partir de 1932 concerne toujours la partie occidentale du Cameroun. Et c'est ici, à partir de ce recensement, que vous allez avoir des chiffres officiels qui ne concernent que le Cameroun. Pourquoi? Parce que le census officer de l'époque, qui s'appelait S.
M. Jacob, avait opté pour la séparation des chiffres. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un bureau de statistiques pour les chiffres du Nigeria et un bureau de statistiques pour les chiffres du Cameroun. Et cela était dû au statut de mandat que portait le Cameroun. Et c'est H.B. Cox, un statisticien, qui s'était occupé de la fabrication des chiffres. Mais ça n'avait pas été une tâche facile. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les mêmes émeutes qu'il y avait eu en 1921 ont continué. Et cette fois-là, on avait encore ajouté à cela l'impôt de capitation aux femmes. C'est-à-dire que les femmes devaient désormais commencer à payer l'impôt de capitation. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte qu'elles étaient nombreuses et cela pouvait élever le chiffre des impôts. Alors, mais vous allez également constater qu'en 1932, les chiffres sont ronds. Donc, on utilise encore les mêmes procédés de régressement. Mais cette fois-ci, on va faire des compilations. C'est-à-dire que comme on n'a pas pu recenser tout le monde, on va prendre la ville de Lagos comme la ville de référence et on va comparer les chiffres de la ville de Lagos en 1932 en rapport avec les chiffres de la ville de Lagos en 1921. Le pourcentage qui va en ressortir, on va l'attribuer à toutes les autres régions en termes d'augmentation de la population. Et c'est pour cela que vous aurez également des chiffres ronds. Mais sauf que cette fois-ci, les statistiques de 1921 sont quand même différents, le procédé est différent de 1932. Pourquoi? Parce qu'en 1921, les statistiques avaient été faites par un anthropologue. Et il était à la fois anthropologue et ethnologue. Pourquoi? Parce que d'après Desrosières, dans la tradition des statistiques, de confession statistique anglaise, il y a ce rapport étroit entre les universitaires, l'administration des statistiques et les statisticiens eux-mêmes. C'est-à-dire que on peut avoir, on a un office de statistique administratif et on a des universités privées qui participent à l'évolution de la science statistique et qui proposent des solutions soit au ministère, soit à l'office des statistiques. Et ici, en 1921, Peter Talbot incarne en lui tout seul ces trois fonctions de la statistique, c'est-à-dire il est en même temps census officer, donc de l'administration, il est à la fois universitaire. Dans cette université, il est anthropologue et ethnologue. Donc, il essaie de résoudre les problèmes de frontières, de démarcation de frontières, et les problèmes d'autochtonie à partir des chiffres. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte, en 1932, lorsqu'on va appliquer les chiffres, les émeutes vont seulement se situer au niveau de l'imposition des femmes. Elles seront plus graves au niveau de l'imposition qu'on va attribuer aux femmes. Non, vous constatez que la courbe descend jusqu'en 1941. Alors ici, c'est une période morte de la statistique anglaise. C'est-à-dire qu'à partir de 1934, on n'a plus produit les chiffres à cause de la crise de 1929. Le service de statistique anglais a été supprimé et il n'y a plus de production de chiffres. C'est pour cela que vous allez voir que la courbe descend jusqu'en 1941. Et cette suppression a eu des conséquences très graves parce que l'administration recevait des chiffres qu'elle ne pouvait pas interpréter, qu'elle n'arrivait pas à interpréter. Et cela commence donc à montrer l'importance de la statistique dans une administration, fût-elle coloniale. Donc en ce moment, on se rend compte de l'importance de la statistique qu'on négligeait au départ, l'importance des chiffres qu'on négligeait. Et vous allez voir, vers 1938, il y a un certain Mark Leod Smith qui va regrouper toutes les informations envoyées à l'administration dans un livre qu'il va appeler le Blue Book.
Et ce Blue Book va quand même aider l'administration à résoudre certains problèmes techniques, dont notamment des prises de décisions techniques qu'ils avaient déjà l'habitude de faire. Et vous allez remarquer qu'à partir de 1941, la courbe monte jusqu'en 1949. C'est parce qu'à partir de 1941, après le constat selon lequel les statistiques sont très importantes pour l'administration coloniale, on va remettre le service en... Comment on dit? On va refaire fonctionner le service de statistiques. Et cette fois-ci, il y a une évolution parce que le service n'est non plus conduit par les anthropologues ou les ethnologues. Le service sera conduit par un statisticien qui s'appelle Stuart Williams. Et c'est Williams qui va reconstituer la statistique anglaise, globalement. Et à partir de ce moment, à partir de 1946, vers le milieu, Williams va reconstituer la statistique en départements. C'est-à-dire quoi? Vous aurez le département qui s'occupe des statistiques administratives, un département qui s'occupe des statistiques agricoles, un département qui s'occupe des statistiques des prix et du commerce, un département qui s'occupe particulièrement des statistiques du Cameroun. Donc, il va installer 6 départements. Et à partir de ce moment, on va commencer à se rendre compte d'une réalité scientifique des chiffres qu'on est en train de produire. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'entre 1952 et 1953, la courbe monte encore. Vous voyez, si je reviens sur le tableau, vous allez constater que, en réalité, entre la population de 1932 et celle de 1953, c'est pratiquement le double. Alors qu'il y a peut-être un écart de, je ne sais pas, ou 20 ou 15, ou un écart qui n'est pas vraiment considérable pour que la population double ainsi. Et la population double, pourquoi? Parce que le recensement qui a été fait en 1953 a été le recensement le plus scientifique jamais fait de cette période-là au Cameroun. Parce que là, on avait fait recours à au moins 40 000 agents recenseurs. Et on avait utilisé des méthodes propres à la statistique pour parvenir aux chiffres. Et là, si vous voyez si vous prenez le Cameroun Under United Kingdom Trusteeship, dont les rapports que l'administration envoyait aux Nations Unies, vous allez vous rendre compte des détails précis qui ont été faits en 1953. On a recensé jusqu'aux prisonniers. Et pour la petite histoire, au Cameroun occidental, il n'y avait pas de problème de chômage parce qu'on avait uniquement recensé 3 voyous, c'est-à-dire 3 personnes qui ne faisaient absolument rien. Alors, je vais passer rapidement je vais résumer rapidement la partie qui concerne le Cameroun occidental. Vous allez vous rendre compte qu'on a étudié 3 styles en matière de statistiques. Alors, les 3 styles, c'est-à-dire le style Talbot, le style Jacob et le style William. Les trois styles s'opposent ainsi à de nombreux égards, tant scientifiques et techniques que politiques. Et ils sont plutôt associés que véritablement unis. Cependant, il est clair que la description de ces styles ne doit pas être schématique et que celle esquissée ici mérite d'être nuancée. Chacun des 3 styles a ses traditions et sa valeur. Bien souvent d'ailleurs, ils coexistent et s'opposent, contrairement au système français qui reste rectiligne, centré essentiellement sur les préoccupations politiques, économiques, sociales et culturelles, et de la France et du bien-être des Français. Et là, je pense que vous avez compris que je vais directement passer à la production des statistiques en France. Alors, la fabrication des statistiques en France commence en 1923. Cette fois-ci également, vous ne pouvez pas avoir les chiffres. Les chiffres existent. Des sources orales ont démontré que les chiffres existent, mais ils ne sont pas disponibles au Cameroun. Alors,
ici, je vais procéder par les démonstrations thématiques. Vous voyez, j'ai écrit qu'on a commencé par les dénombrements nominatifs. Les dénombrements nominatifs concernaient l'imposition, l'impôt de capitation. On comptait uniquement les hommes pour payer l'impôt. Et cela chosifiait généralement les sujets, si je peux le dire ainsi, entre guillemets, les sujets coloniaux. Pourquoi? Dans la mesure où, par exemple, en pays Ewondo, d'où je suis ressortissant, on appelait ceux qui ne présentaient pas la carte d'imposition Bidjibi Ngwamna. C'est-à-dire, Ngwamna, c'est la transformation, la mauvaise prononciation de government. Et Bidji, c'est la nourriture. Si je traduis littéralement, la nourriture du gouvernement. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas payé l'impôt, vous êtes la nourriture du gouvernement, vous êtes une chose publique. On peut vous utiliser comme on veut parce que vous n'avez pas payé l'impôt. Et en ce moment-là, les gens se cachaient dans la forêt. Quand ils n'avaient pas payé l'impôt et qu'ils se rendaient compte que l'administration devait venir contrôler, les gens se cachaient dans la forêt. Et en se cachant dans la forêt, ils devenaient même les sujets des sujets. C'est-à-dire que parce que je sais que tu es un Bidjibi Ngwamna, c'est-à-dire quelqu'un qui ne paie jamais ses impôts, je vais t'utiliser comme je veux. Je peux te faire du chantage. En fait, et c'est là que je voulais démontrer un peu la dénaturation que la statistique peut apporter dans le fonctionnement des êtres humains. C'est-à-dire que je ne voulais pas très tôt parler du classement des êtres humains, mais en réalité, il s'agit du classement. Les chiffres sont venus classer les gens. C'est-à-dire qu'on a compté ceux qui payent, même si on a également, même si les intermédiaires ont réussi à insérer ceux qui ne payent pas, mais il y a déjà ce classement de personnes. Par la suite, vous avez la création d'un service local de statistique générale, ou la confection du premier annuaire statistique. Cette création du service général de statistique a eu lieu le 20 novembre 1946. C'était presque après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce service est né en réalité de deux choses en France. C'était premièrement la sous-population de la France. Il y avait la sous-population de la France. La deuxième chose, c'était la peur des représailles. La France avait peur, en pleine guerre froide, des représailles. C'est-à-dire que si la guerre recommençait, la France se disait qu'elle n'a pas assez de population pour se défendre. Et c'est à partir de ce moment que le service, c'est l'une des raisons pour lesquelles on va mettre sur pied le service de statistique. Et cette raison va s'expliquer à partir de 1956, lorsque la France va lancer dans toutes ses colonies, même si le Cameroun n'a pas été une colonie, le Cameroun était à cette période-là sous tutelle de la France. La France va lancer la grande période, ce que j'appelle la grande période de recensement, où on va prendre le pouls de l'évolution. Enfin, on va voir comment les statistiques se sont fabriquées à partir des questionnaires. Donc, lorsque la France lance cette période de recensement parce qu'elle veut avoir dans ses colonies ce que j'appelle une réserve démographique. Elle veut connaître le nombre d'hommes solides qui puissent être capables de la défendre en cas de représailles. C'est-à-dire que si jamais la guerre venait. Et là, elle se retrouve coincée parce que lorsque j'écris le pouls de l'évolution des questionnaires de recensement, c'est-à-dire que lorsque vous analysez les questionnaires de recensement, vous constatez en réalité qu'il n'y avait pas d'autres intentions derrière que le comptage. Mais c'est parce qu'à partir de 1955, lorsque il existe déjà au Cameroun les syndicats, premièrement, puis les partis politiques, puis la guerre de libération, la guerre d'indépendance qui a commencé en 1955, la France introduit donc dans les questionnaires de recensement, introduit dans les questionnaires de recensement, parce qu'elle voulait maintenant savoir à qui est-ce qu'elle a affaire. Il fallait donc connaître le type d'individu qui existait dans les différents territoires. Et c'est en ce moment-là qu'il y a eu peut-être une considération. Et je disais en riant avec mes amis ce matin que tous ceux qui sont nés
avant 1945, leur âge est un peu douteux parce que si vous dites qu'ils sont nés, c'est des gens qui n'avaient vraiment pas des actes de naissance. Quand vous interrogez, c'est à partir de 1956 qu'on introduit donc les actes de naissance. Je le dis parce que je veux démontrer la fiabilité des chiffres qui ont été produits pendant ces périodes-là. Et l'introduction dépendait de la zone qu'on étudiait ou qu'on voulait, et c'était généralement les zones chaudes. Vous avez par exemple Balmayo où on vendait généralement le cacao. Il fallait connaître le type de personne qui va vendre le cacao et tout ça. Donc, on introduit donc les procédés d'état civil. On veut savoir le nom, l'affiliation, nom du père, nom de la mère, le village et tout. Vous avez d'ailleurs quelques... Je sais pas, ça c'est l'impôt de capitation. Voilà, vous avez la carte de recensement de 1955. Et là, vous avez le nom, numéro 377, nom Mekongo, Séraphine. Il s'agit de ma grand-mère. Sexe féminin, quartier ou village, Eton Messa, chef Atangana, lui. Et vous avez ce type de carte. C'est des informations qui n'existaient presque pas avant 1956. Mais on a commencé à classer les gens. On a commencé à classer les gens, à vouloir savoir vraiment à qui est-ce qu'on a affaire. Ce n'est pas pour dire que la France avait mal fait, c'est juste pour montrer l'importance, quelle est l'importance qu'on a commencé à accorder aux chiffres, à la statistique elle-même. Et vous avez comme ça des exemples. Par exemple, dans le Vouri, on a voulu savoir, pour ceux qui militaient dans les partis politiques, je n'ai pas retrouvé des échantillons. Pour ceux qui militaient dans les partis politiques, ils avaient un type de questionnaire à part. On voulait savoir s'ils étaient chefs de village, on voulait connaître leur production, s'ils avaient des terres, s'ils étaient riches, s'ils étaient pauvres, s'ils savaient parler ou écrire français. Et là, vous allez vous reconnaître dans la politique d'association. Premièrement, la politique d'assimilation, puis la politique d'association qui va arriver plus tard, parce que la France se disait que peut-être en s'associant à sa réserve démographique, elle pouvait être plus forte. Là, c'est mon interprétation, c'est mon opinion personnelle. Donc, compte tenu, je ne sais pas combien de temps il me reste, on m'a donné 30 minutes, je ne sais pas si je suis dans les temps. Donc, à partir de 1956, des améliorations ont été observées au niveau des différents questionnaires de recensement qui changeaient en fonction des exigences de l'administration coloniale. Donc, l'influence de l'évolution politique du territoire associée au manque criant des informations sur les administrés jouait le rôle principal de fil conducteur des orientations des questionnaires. Donc, voilà. Il vous reste 3 minutes. Oui, j'ai presque terminé. Les premiers changements sont dus à la recherche de la résolution de l'épineux problème des déclarations de naissance. C'est pour cela que je parlais de l'état civil à partir de ce moment-là. Donc, les débuts d'établissement des actes de décès et l'introduction des taux de naissance. C'est à partir de ce moment, et c'est la même politique qui se déroule en France. Si vous allez lire Jacques Dupaquier, la population française, vous allez vous rendre compte que c'est à la même période que la France veut faire les allocations familiales, doubler les allocations familiales, encourager les naissances et tout. Et vous avez, bon, je n'ai pas voulu insister sur les publications, mais j'ai quand même mis une qui était un peu mensuelle, qui a été mensuelle de 1953, peut-être jusqu'en 1956 ou 58, le bulletin de la statistique, où vous pouvez donc retrouver toutes les informations qui concernent l'agriculture, le commerce, le climat et tout ça. Cette production-là a commencé à partir de 1952. Voilà, je vous remercie et je pourrais rebondir avec à travers les questions. Voilà.
intervention est très intéressante, mais je m'en vais donner la parole à Monsieur Fankou qui va nous présenter le versant post-colonial de la fabrication des statistiques au Cameroun. Monsieur Fankou, vous avez la parole. Merci, Monsieur Guy, de me passer la parole. J'avais préparé une présentation, mais je pense que pour éviter les désagréments de la dernière fois, peut-être que je vais me contenter de parler et sans toutefois essayer de charger la présentation. Ma présentation porte sur la fabrication des chiffres au Cameroun. J'avoue que comme Dr Onana, moi-même, j'ai été surpris par le thème de fabrication des chiffres et je vais plus appeler l'aspect institutionnel de la production des chiffres statistiques, des chiffres au Cameroun à partir de 1960. Je vais dire que avec la cession du Cameroun à la souveraineté internationale en 1960 et la réunification, l'indépendance et la réunification de la partie du Cameroun qui était placée sous administration britannique en octobre 1961, il y a une forme d'autonomie statistique qui devait être dévolue au Cameroun à ces deux parties qui formaient désormais un seul pays. Et cette forme d'autonomie statistique, du fait que ce sont désormais ces nouveaux pays qui devaient produire leurs propres statistiques, s'inscrivait dans une perspective de rupture et continuité dans la production de ces statistiques-là. Pourquoi une perspective de rupture et continuité? Parce que le rôle de la production et de la publication des données, qui était jusque-là dévolu à la France ou à la Grande-Bretagne, leur revenait désormais et ces nations devaient s'organiser pour produire les documents qui devaient renseigner sur l'économie, la vie sociale, la vie culturelle, la vie scolaire, la vie sanitaire de ces pays, comme le faisaient les pays qui avaient déjà accédé à la souveraineté internationale. Et quelque part, il y avait aussi un besoin accru des données statistiques pour justifier les politiques de développement qui devaient être mises sur pied. Il y a notamment au Cameroun avec les plans quinquennaux qui devaient être mis sur pied, les politiques d'industrialisation, de développement agricole, etc. Et ces politiques s'inscrivaient dans la volonté des États, à travers les statistiques, de mieux appréhender les réalités économiques qui devaient faire l'objet d'une planification. S'inscrivant donc dans ces perspectives-là, les États le Cameroun, puisque c'est le cas du Cameroun dont il est question ici, a décidé de mettre en place une administration statistique. Pourquoi est-ce que je parle d'administration statistique? Parce qu'il s'agit d'un service ou d'une direction qui avait la charge de la production de la statistique, mais qui était rattachée à un service administratif. Je préfère le terme administration statistique pour indiquer cela. Mais cette administration statistique s'inscrivait dans une logique de on prend les mêmes et on recommence. Pourquoi est-ce que je parle de prendre les mêmes et recommencer? Peut-être pour parler des 4 premières années qui ont suivi l'indépendance du Cameroun. Pourquoi les mêmes, mais pendant 4 années, entre 1960 et 1964? Les mêmes, c'est qu'il y avait déjà un bureau qui s'occupait des données. Et désormais, il s'agit d'un bureau de la statistique générale et de traitement des données, en abrégé BSGTD, qui est maintenu, mais qui n'est plus rattaché au commissariat de la France au Cameroun, mais plutôt
au ministère de l'économie nationale du Cameroun oriental, dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, au ministère fédéral de l'économie, puis du plan, etc. Les méthodes de collecte, pour rester dans cette logique de on prend les mêmes et on recommence, étaient les mêmes méthodes qui étaient jusque-là utilisées pour mener les enquêtes, pour réaliser la production des données. Le style d'écriture était le même, la police était la même, les couvertures des documents, la réunion, j'ai évoqué cela la dernière fois, tout était la même. Notamment, j'insistais beaucoup plus sur la production, sur la présentation esthétique qui permet de cerner une certaine continuité. Pourquoi j'insiste sur cette présentation statistique des publications, cette présentation esthétique des publications statistiques? Parce qu'à un moment, lorsqu'il y a rupture, on voit très bien que même à ce niveau, au niveau de la présentation, la police, l'écriture, la qualité du document qui est imprimé, il y a véritablement eu rupture avec l'administration française. Et d'ailleurs, le directeur du bureau de gestion, du bureau de statistiques générales et de traitement des données était un Français du nom de M. Couly. À la suite, à partir de 1964, il y a un début du renouveau statistique. Les lignes commencent à bouger. Le 8 septembre 1964, le bureau de la statistique est transformé en direction de la statistique générale, de la mécanographie et des comptes économiques. Cette direction est chargée, d'après ce qu'on lit dans le décret qui crée cette direction, de préparer et d'exécuter les enquêtes statistiques, démographiques et économiques, des travaux de comptabilité nationale, de rédaction de divers bulletins statistiques et de conjoncture économique, des travaux mécanographiques pour l'ensemble de la fédération. La fédération ici étant l'ensemble de l'État, puisque le Cameroun était un pays réunifié, il y avait 2 États fédérés. Et avant 1972, il y a certaines réalités qui étaient appliquées dans le Cameroun d'expression française, le Cameroun anciennement placé sous administration française, mais qui n'étaient pas appliquées au Cameroun placé sous administration, anciennement placé sous administration britannique. Lorsqu'on voit les thématiques, le rôle dévolu à la direction générale des statistiques et mécanographie, etc., on comprend que l'État veut rester dans la logique coloniale, celle de mener des études qui permettent de mieux cerner les secteurs. Il y a des études démographiques qui sont produites entre 1960 et 1968, qui sont des études démographiques précises, qui sont des études démographiques basées dans les principales grandes villes du Cameroun, les études dans lesquelles on étudie la population, leurs différentes occupations, les différentes spécificités liées à la population, mais il y a surtout des études thématiques qui sont aussi régionales, aussi bien régionales que nationales, qui permettent d'avoir des informations plus spécifiques dans certaines régions, mais d'avoir aussi une forme de condensé national. Et lorsqu'on voit le timing d'exécution de ces études, on voit bien que ces études s'inscrivaient dans une perspective de préparation de la planification du développement. Les études qui étaient exécutées entre 1960 et 1964 ont permis de préparer le plan quinquennal qui a été mis en place de 1965 à 1970. Et les études qui ont été faites sur cette même période étaient beaucoup plus orientées vers le développement, vers l'industrialisation, qui ont permis de préparer le 3e plan quinquennal, qui lui était un plan tourné vers l'industrialisation. Il y avait donc cette logique qui accompagnait le développement. Et en plus, les différents services de cette direction permettaient de mieux voir l'orientation qui était donnée aux études statistiques. Par exemple, pour la direction, la DSGMCE, il y avait deux services dont les publications qui représentaient en fait les 2 publications nationales annuelles phares
qui était la situation économique et les comptes nationaux. Et plus tard, on verra que au fur et à mesure que les lignes bougent, il y a le 22 mai 1967 le rattachement de la DSG-MCE à la présidence de la République via le Centre de documentation et des études et des publications de la présidence, qui est une façon de montrer que les statistiques institutionnellement étaient sensibles, au point où on a décidé de rattacher cela à la présidence de la République. Et pour qui connaît le Cameroun au cours de cette période, le Cameroun était géré au cours de cette période. En 1967, on est à l'ère du parti unique. On est en plein dans les guerres de libération nationale. On est en plein dans la planification du développement. On est en plein dans une forme de dictature. Et qui, dans une forme je veux bien parler de dictature, mais c'était véritablement une administration, une gestion autoritaire de l'État. Et ramener cela à la présidence de la République, ça pouvait laisser démontrer que les statistiques aussi étaient sensibles et que les études qui étaient commandées étaient importantes. Sauf que l'un des tournants de l'histoire du Cameroun, c'est le 20 mai 1972, le jour où il y a la proclamation de l'État unitaire du Cameroun, de la République unie du Cameroun, après un référendum constitutionnel. Ce référendum qui transforme donc le Cameroun en République unie, unifie toutes les institutions, puisqu'on passe de 2 États fédérés à un État national uni. Et dans cette union, les institutions aussi sont unifiées. La statistique va aussi subir cela. L'administration statistique va donc passer par la trappe de l'unité nationale et il y aura fusion des institutions, mais surtout de la planification du développement dans le 3e plan quinquennal. La direction est donc détachée de la présidence et rattachée au ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire, où elle devient la direction de la statistique et de la comptabilité nationale, ce jusqu'en 2001. Au cours de cette période, pour ce qui est de la transformation institutionnelle, il y a un certain nombre de publications qui ont été faites et qui contribuaient à magnifier la fabrication des chiffres. Parce que lorsque je parle de fabrication des chiffres, on voit certes le processus, mais ce processus est magnifié par la publication qui est faite à la fin et qui renseigne sur l'objet de l'étude. Et les moyens, l'État a déployé d'énormes moyens pour la fabrication des chiffres, et on peut apercevoir cela à partir de 1974 dans le changement de la qualité des documents qui étaient publiés, changement progressif. Et on peut apercevoir cela à travers la transformation progressive de la technologie qui passe progressivement de la mécanographie à une technologie un peu plus informatisée. Et l'une des enquêtes statistiques qui a permis de mettre en avant ce renouveau technologique, cette évolution technologique dans la production des statistiques, c'est le recensement général de la population et de l'habitat de 1976, qui est le tout premier recensement après l'accession de l'État à la souveraineté. Non, après la déclaration, après l'unité, voilà, après l'unité nationale. Et ce recensement était un recensement qui permettait d'avoir une meilleure vue, une meilleure appréciation de la population nationale unie et qui devait permettre de réorganiser le territoire plus tard. Et ce recensement
qui s'est fait en 1976. Dans ce recensement, l'État a a déployé d'énormes moyens. Le recensement avait pour objectif de préparer le 5e plan quinquennal qui était orienté vers la transformation, de l'économie et qui, par la suite, a permis d'éclater le pays sur le plan scolaire, qui a permis de renforcer la carte scolaire du Cameroun, qui a permis de créer dans les villes, dans certaines villes du pays, des centres universitaires pour permettre aux populations qui jusque-là étaient concentrées à Douala et à Yaoundé de pouvoir avoir accès à une formation spécialisée parce que ces centres qui ont été créés étaient orientés vers certaines spécialisations. En Ngaoundéré, par exemple, qui est situé un peu plus au nord du Cameroun, on a spécialisé le centre vers la transformation agro-industrielle. Celui de Tchang, qui était déjà spécialisé depuis la période coloniale vers l'agriculture, a été maintenu dans le domaine agricole. À Douala, on a spécialisé cela vers le commerce, ainsi de suite. Et c'est l'un des fruits du recensement de 1976 qui a permis de mieux connaître la population du Cameroun. Et au cours de la période, l'un des éléments qu'on a peut-être omis depuis, c'est que après les indépendances, mais après l'unification, la périodicité des publications a toujours été scrupuleusement respectée. Aucune année n'était passée sans qu'il y ait une publication annuelle qui avait été faite, sauf que les publications étaient souvent produites après le mois de juin, après le mois de juillet, les publications de l'année suivante. Et bien que certaines publications arrivaient en retard, et elles étaient toutefois respectées, la périodicité était respectée. Et il y avait, parce qu'il fallait respecter la périodicité, on a assisté à des cas où, pour l'année 1980, on a une publication qui parle de l'année 1980, il y a une publication qui parle de l'année 1980-1981 parce qu'il faut publier des chiffres intermédiaires, une troisième publication qui vient parler de l'année 1982, ainsi de suite. Il y avait eu des chevauchements qui expliquaient, premièrement, la volonté du Cameroun de l'administration en charge des statistiques de toujours respecter la périodicité, mais surtout la volonté de cette même administration et du gouvernement camerounais de fournir des statistiques pour permettre de comprendre, de maîtriser l'évolution économique, politique et sociale du pays. Parmi les publications régulières qui étaient faites, il y a dans un premier temps les publications mensuelles et trimestrielles régulières, telles que le bulletin mensuel de statistiques qu'on a hérité de la période coloniale, la note trimestrielle sur la situation économique qui était nouveau, les états trimestriels du commerce extérieur du Cameroun. Dans un premier temps, avant 1972, ça se faisait en 2 temps. Il y avait les états trimestriels du commerce extérieur du Cameroun oriental et d'autres états pour le Cameroun occidental. Et pourquoi est-ce que cet état était important? Après les indépendances, il y avait plusieurs ports au Cameroun et ces ports étaient plus ou moins actifs, drainaient un certain nombre de trafic, et il était important pour un État dont l'économie était beaucoup plus orientée vers l'extérieur de maîtriser ces chiffres. Et ces chiffres ont été publiés régulièrement jusque pendant les années 1990. Il y avait les bulletins les statistiques économiques et financières qui étaient aussi des bulletins trimestriels. Dans un deuxième temps, il y avait les statistiques annuelles. Les statistiques annuelles étaient publiées en divers documents. Il y avait l'état annuel du commerce extérieur, l'étude de l'économie camerounaise, l'étude de la comptabilité nationale,
les comptes économiques, les études spéciales, les études spéciales concernant les institutions financières, les études spéciales concernant les administrations, les études spéciales concernant la méthodologie de collecte des données. Ça concernait beaucoup plus les études liées au recensement, à l'habitat, les études liées au trafic, au transport, etc. Et il y avait des études spéciales sur la consommation des ménages, les études spéciales sur les prix. Peut-être que le docteur Onana n'a pas insisté là-dessus. Les prix ont constitué pendant la période où, après 1958, quand le Cameroun a commencé à exercer une partie de son autonomie, avant les indépendances, les prix ont constitué l'un des éléments sur lesquels l'administration tenait à avoir le plus d'informations. Et cela a continué même après les indépendances, cela a même été plus important. Sur la question, je vais demander de l'aide au docteur Onana qui maîtrise un peu plus que moi. Toujours dans la deuxième partie des statistiques annuelles régulières, il y a la comptabilité nationale. Il y avait 2 publications de comptabilité nationale qui s'appelaient le compte économique du Cameroun. Il y avait une publication nationale version coursier, une publication nationale version SCN qui était la version camerounaise recommandée par l'ONU. Et la comptabilité nationale version coursier était faite de comptes nationaux, d'études spéciales, des opérations du Trésor camerounais, des circuits financiers du Cameroun. Et la comptabilité nationale version SCN était faite de comptes nationaux, d'études spéciales et des essais sur mise à ordinateur des comptes nationaux. Ça, c'était une étude temporaire, une étude qui avait été faite au cours de l'année 1968. Il y avait... Oui. Il vous laisse à peu près 3 minutes. 3 minutes, ok. Oui. Il reste... parmi les grandes enquêtes, il y avait les grandes enquêtes statistiques, notamment qui portaient sur les populations des provinces et des départements, sur le trafic routier autour des grandes villes du Cameroun, dans les grandes régions, sur le niveau de vie des populations des villes et des provinces, sur les enquêtes sur le niveau de vie dans certaines zones agricoles, sur le niveau de vie des populations dans certaines zones agricoles et sur les populations spécifiques à certaines parties du Cameroun, notamment dans le Cameroun occidental, au cours de la période qui précède l'unification. On a déjà eu à évoquer la cohabitation entre le système coursier et le système SCN. Je ne vais pas insister là-dessus. Je vais tout simplement dire que à partir des années 1990, la direction de la statistique et la comptabilité nationale s'est inscrite dans un processus de transformation. Et il est beaucoup plus devenu comme un organe de centralisation de la statistique et notamment s'est inscrite dans les grandes études, notamment l'étude la plus populaire au Cameroun, l'enquête camerounaise auprès des ménages, qui permet de comprendre de connaître le revenu moyen des ménages, le mode de vie, comment les ménages vivent, etc. Et en 2001, le Cameroun a fait un grand tournant statistique à travers la création de l'Institut national de la statistique, qui a permis l'Institut national de la statistique, qui est la toute première institution statistique du Cameroun, de favoriser la continuité de la production des données chiffrées dans un premier temps. Dans un deuxième temps, d'avoir un ancrage territorial important, parce que avec la mise sur pied avec la création de l'INS, il y a cette institution a installé ses antennes nationales
Et ces antennes ont pour principal objectif de collecter les informations dans les régions et de remonter l'information au niveau national. Donc, de ce côté, on a une meilleure fiabilité des données en termes de collecte par rapport à l'ancien système. Et la naissance de l'IET a permis une meilleure collaboration avec les institutions spécialisées de collecte des données spécifiques, notamment le Bureau national pour l'état civil, le Bureau national pour la population, le Bureau de gestion du fret terrestre qui a les données des transports. Je vais m'arrêter là. Pour conclure, je vais tout simplement dire que l'INS est arrivé tard dans le visage statistique camerounais. Dans l'univers statistique camerounais, l'INS devait être créé plus tôt pour permettre d'avoir une meilleure expérience statistique. Et si le Cameroun connaît un certain retard d'un point de vue de l'appropriation des statistiques, c'est parce que, à mon sens, l'INS a été créé tard. Merci pour votre aimable attention. Monsieur Onana pour vos interventions qui est clair. D'une certaine façon, le processus de maturation des appareils statistiques au Cameroun pendant la période coloniale et après, et témoigne en fait d'un enrichissement des articulations entre appareils statistiques et politique publique. Et on sent bien qu'il y a quelques grandes articulations qui existent entre le contrôle de l'application des entraînements et appareils statistiques, élargissement à partir de l'après-guerre sur des problématiques sociales et des développements plus marqués, avec des outils également qui gagnent en précision et qui permettent d'assurer un développement plus exhaustif. Alors, monsieur Confou, vous avez plutôt essayé d'insister sur les éléments de continuité de rupture, continuité administrative dans un premier temps, rupture ultérieurement. Un certain nombre de questions demeurent toutefois on va dire un peu dans l'ombre et qui gagneraient éventuellement à être éclairées. C'est comment est-ce que cette double tradition statistique, tradition anglaise, tradition française, finalement a impacté la fabrication des chiffres dans le Cameroun, on va dire, de l'ère coloniale de développement, donc de l'après-guerre jusqu'à nos jours. C'est un premier axe d'analyse. On a les flux et les reflux en matière dans les préoccupations, c'est-à-dire de la puissance publique par rapport aux chiffres, sont également assez intéressants à périodiser d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on passe d'un chiffre qui est le reflet d'une production statistique, qui est le reflet de politique de contrôle, c'est le cas de la première phase coloniale, on va dire, jusqu'aux années 30 et jusqu'à la fin des années 20, et qui ensuite régresse pour laisser la place à un ensemble de préoccupations statistiques nouvelles, statistiques agricoles notamment, et puis statistiques sociales et dans une perspective de développement dans l'après-guerre, avant qu'on revienne avec le passage après les indépendances à une préoccupation pour la France qui s'est
inquiétudes sur les budgets familiaux qui ont un rapport avec l'émergence de questionnements sur la dimension sociale de l'ajustement structurel. Vous ne dites pas très clairement comment est-ce que ces grandes réorientations de politique commencées au début des années, fin des années 70, début des années 80, a impacté finalement à la fois du point de vue de ses moyens, mais également du point de vue de ses points d'application, l'appareil statistique et ses productions. Voilà un peu, donc peut-être vous pourriez sur ces il y a 3 axes complémentaires, élaborer un petit peu. Mais y a-t-il des préoccupations complémentaires qui s'expriment de la salle alors, ce que je vais peut-être vous demander, parce que moi je suis en distanciel, c'est que il serait possible de... Je vois des mains qui se lèvent, mais je ne vois pas toute la salle. Alors, est-ce que je peux avoir un relais local? Il faut dire votre nom. Si vous levez la main, je ne vois pas, il faut dire votre nom. Saïd. Maïmouna Christelle. Saïd. Saïd. Oui, Saïd, attends, je vous montre Saïd. Ok. Bon, ça veut dire que... Attendez. Il prend tous les noms qui veulent des intervenants et puis il va passer à l'autre. Saïd, après, Maïmouna. Maïmouna, lève la main. Maïmouna. Voilà. Ensuite, Jean Parfait. Jean Parfait. Jean Parfait. Oui, ensuite. Emmanuel Chessy. Emmanuel. Emmanuel. Ensuite. Germaine. Alun Bailly. Germaine, lève la Ensuite, main. Germaine. Germaine. Oh, Rostand. l'intérêt est... Germaine. Ensuite, Rostand. Carole. Carole. Voilà. Vous êtes bien visible là-bas. Carole. Voilà. Très bien. Écoutez, je donne d'abord la parole à Saïd pour prendre ces questions. Ok, merci. Je vais d'abord revenir sur une inadvertance de la part de Dr Onana qui a dit qu'en 1916, c'est la SDN qui a donné le Cameroun, qui a partagé le Cameroun entre la Grande-Bretagne et la France. C'est juste une erreur, parce qu'en 1916, en mars 1916, il y avait juste la Grande-Bretagne et la France qui se sont départagés le Cameroun. Bon, pour revenir, lorsque j'ai vu le thème fabrication des chiffres, je m'attendais à ce que on me présente en quelque sorte une fabrication, peut-être, je ne sais pas, positive ou négative de la chose. Lorsqu'on prend peut-être la période du protectorat allemand, peut-être de montrer comment ceux qui étaient là en premier, normalement les firmes agroalimentaires, qui étaient Wochenmann, Janssen, Antormalen et autres, qui ont essayé de fabriquer des chiffres pour convaincre la métropole de s'intéresser au Cameroun. Lorsqu'on arrive avec la période du mandat, je m'attendais à ce qu'on me démontre que sous mandat, sous l'impulsion de la Société des Nations, le Cameroun, l'administration coloniale au Cameroun avait fait des efforts pour pouvoir manipuler des chiffres, montrer que la mission dont il était en charge au Cameroun a été remplie. Je m'attendais peut-être pendant la période des élections à montrer comme Richard Joseph le montre que lors des élections, les chiffres étaient plus manipulés au Cameroun. Je m'attendais pendant la période postcoloniale, peut-être la guerre dans le Mungo et en pays bamileke, qui a eu aussi des manipulations de chiffres pour pouvoir, en quelque sorte, pour emprunter un thème à l'administration coloniale qui disait « Là où on ne peut pas créer la paix, on peut instaurer le désordre ». Donc, en quelque sorte, ils essayaient de montrer des chiffres pour pouvoir monter d'un côté les autochtones et de l'autre côté les allochtones. Bon, c'était donc à quoi je m'attendais. Bon, merci quand même pour votre présentation. Oui, oui est-ce que je peux répondre directement ou bien... Monsieur Onana. Oui. Allez-y. D'accord.
Bon, je voudrais dire que vous avez parfaitement raison. C'est une orientation qu'on pouvait prendre également. Mais c'est que pour être pertinent, je vais dire que pour qu'il y ait manipulation du chiffre, il faut d'abord qu'il y ait le chiffre. Et c'est ce sur quoi on s'est attardé. C'est-à-dire que nous avons voulu démontrer dans quel contexte les chiffres ont été produits. Je ne vais pas utiliser fabriquer, parce que fabriquer, c'est un peu comme si il y avait une usine où les chiffres doivent sortir. Non. Il s'est agi d'une construction des chiffres. Et ce n'était pas facile. C'est pour cela que pour utiliser ces chiffres, il faut bien comprendre dans quel contexte ils ont été produits avant qu'il y ait manipulation des chiffres. Vous voyez, par exemple, pour les deux périodes, il était très difficile au Census Officer de 1921, à savoir Peter Talbot, de sortir les chiffres qu'il a publiés dans les 4 volumes. Parce que c'était un environnement hostile où ils sont venus avec des idées arrêtées. C'est-à-dire que comme ça fonctionnait déjà en Grande-Bretagne, avec des théories bien arrêtées, quand ils sont arrivés en Afrique, ce n'était plus le cas. L'environnement n'était pas le même. C'est-à-dire qu'en matière, par exemple, d'identité, ça frôlait le pire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accepter, les gens n'acceptaient pas. Vous savez que d'abord en Afrique, on est fier de son identité. Lorsque je vais me décliner, je vais dire, je suis Éric Massé Onana, je suis Etone de la Lequier du village colombanisé, arrondissement Okola. Personne ne peut m'enlever cela. Et lorsque, par exemple, la démarcation des frontières arrive avec l'Indareg Rule, et qu'on me dise que je dois être soumis au Vognok, vous voyez qu'en ce moment-là, il m'est difficile de répondre aux questions qui vont m'être posées par l'administration en termes d'identité. Et c'est pour cela que dans le processus de fabrication ou de production de chiffres, celui qui était en charge de cette question-là a introduit des méthodes ethnologiques et des méthodes anthropologiques pour parvenir à déchiffrer la population. C'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'il y ait un chiffre avant maintenant qu'il y ait manipulation, que ce soit dans le partage des biens allemands qu'il y a eu en 1922, si jamais on a utilisé les chiffres, ou alors, je ne sais pas, dans une quelconque élection qui a eu lieu dans les chiffreries, parce qu'en réalité, l'Indareg Rule a joué un mauvais rôle dans la production des statistiques, dans le sens où elle a chamboulé le mode de vie des populations. On enlevait un chef de la lignée royale pour placer à la tête quelqu'un qui était docile à l'administration. Et la population ne voulait pas très souvent collaborer avec ce type de personnes qui, à la fin, il s'est avéré qu'elles étaient corrompues. Donc, je veux dire qu'en réalité, avant d'aller manipuler, il faut d'abord savoir comment, il faut d'abord avoir le chiffre. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes d'abord attardés. Maintenant, s'il faut aller voir les politiques qui ont encadré les chiffres, ça c'est un autre pan de la recherche statistique. Okay. Je peux répondre même à la question, mais si vous avez des volets, c'est pas spécifiques, à ce moment-là, je pourrais vous dire, ici, ça a été manipulé. Ce chiffre n'existait pas ou bien il existait. Oui. D'accord, très bien. On va peut-être progresser. Je vais demander à Mme Maïmouna de poser sa question. D'accord, merci pour votre présentation. Alors, j'ai quelques questions. Et la première question va dans le sens de celle de Saïd. Et elle s'adresse principalement à M. Marius. J'aimerais savoir dans quel registre s'il classe donc, si c'est la fabrication, la manipulation ou l'administration des chiffres, comme il l'a dit, par rapport à la question du référendum de 1961 qui a conduit le Cameroun anglais principalement le nord d'un Cameroun qui a fait le choix de s'attacher au Nigeria, contrairement au centre d'un Cameroun qui a fait le choix de s'attacher au Cameroun français et qui a justement, il y a tout un débat autour, si je ne me trompe pas, il y a tout un débat autour sur la question de ce référendum. Et à ce niveau-là, donc, est-ce qu'on va parler de manipulation, de fabrication ou d'administration statistique? Et la deuxième question maintenant, c'est justement des clarifications conceptuelles. Parce que justement, à la base, à l'entame de vos propos, monsieur le docteur Onana a dit
refusait justement le terme fabrication au profit de production, au profit d'adaptation. Voilà, je pense que c'est des statistiques. Oui. Tout comme M. Marius. Mais sauf que dans vos propos, vous avez employé des termes tels que les méthodes de redressement ou alors les méthodes de compilation qui avaient pour but de produire des chiffres ronds. Oui. Mais sauf qu'à la fin maintenant de votre exposé, vous revenez encore sur les thèmes, vous dites qu'à partir des questionnaires et dans la conduite du recensement, on va aboutir, la France choisit la fabrication des statistiques. Ça suppose donc dans ce sens que vous êtes d'accord avec le terme fabrication des statistiques. Voilà. Tout comme M. Marius qui à un moment donné dit qu'on passe donc de, il a choisi, je pense qu'il a parlé de, il dit administration statistique parce qu'on prend les mêmes choses et on recommence. Et à la fin, il dit encore fabrication des statistiques. Alors, fabrication, administration, adaptation, vous choisissez quel concept? Et donc, je reviens maintenant pour la troisième question maintenant. La troisième question maintenant, c'est au niveau du graphique que vous avez projeté. Et donc, justement, sur le graphique, il y a la période de 1941. Vous avez dit là, c'est une période morte. Oui. Statistique. Oui, Mais de sauf que 34 à maintenant, je sais pas. 41. Ok, 1941, c'est ça, non? De 1934 à 1941. Ok, 1934 à 1941. Ça suppose maintenant que si moi je vais exploiter le graphique, je ne sais pas s'il y a des données en bas, juste en bas pour commenter le graphique, si je l'exploite à partir du titre qui pose déjà problème, parce que là le titre c'est renvoyer au recensement. Mais là, dans la construction du graphique, on voit 1941, vous dites c'est une période morte pour les statistiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production statistique. Oui. Mais là, donc, il n'y a pas de congruence entre le titre et la date qui a été choisie en bas, je sais. Ah non, Je sais. du tout. Je sais pas. Là, je suis en train de poser une question, je n'ai pas compris. Là, Bon, j'ai pas également, je ne comprends pas bien votre question. Si vous pouvez. Mais je peux donner son point de vue. Oui, j'ai fini d'abord, Daniel. J'ai fini et puis tu donnes ton point de vue. Daniel, Papa, tu donne ton laisses point de parler, vue. papa. Par rapport au graphique, Daniel. Voilà, c'est Ah, ça va venir? Ça va venir ou bien tu t'es inscrit? quand je Ah vais d'accord, il n'y a finir pas de la problème. Là, j'ai fini par C'est bon. Donc, c'est comme je peux répéter. Oui, oui, s'il vous plaît. Oui, je dis donc que moi, je ne comprends pas. Oui. Le titre, c'est je parlais de recensement. Je Oui. pense bien, non? Oui. Un truc comme ça. Et en bas, sur le graphique, là, on voit 1941. Et lorsque vous commentez, vous parlez de période morte. Oui. Et donc, si moi, je vois, j'aurais peut-être l'impression qu'en 1941, puisque la courbe était carrément Descendant. oui. Oui. J'aurais l'impression qu'il n'y avait pas de natalité, ou alors, je ne sais pas. Ça, c'est un peu flou dans ma tête. C'est donc à cela que je vais revenir. Oui, oui. Donc, du coup, ça me pose un problème de congruence entre le titre et l'élément que vous avez commenté. Oui. Si on se comprend bien. Oui, je comprends maintenant. Ah, si je peux. Attendez, monsieur Onana, Oui. Oui. je pense que le mieux serait de prendre plusieurs questions Toutes les questions. de la part de plusieurs personnes. Il est 6h25 pour que, et vous voyez à l'intérieur des préoccupations qui s'expriment, comment articuler une prise en charge de cette préoccupation qui peuvent être d'ailleurs se répéter. Donc ça nous simplifierait les choses. Je donne la parole à M. Parfait et puis à M. Emmanuel. Et ensuite, maintenant, vous reviendrez pour prendre en charge les préoccupations qui sont exprimées. M. Onana pour ce qui vous concerne et M. Fonkou également. D'accord. Monsieur Parfait. Ok, merci de me passer la parole. Je vais peut-être tendre une brèche à Marius. Pour qu'il revienne sur sa conclusion. Vous avez dit que vous pensiez que l'INS était venu en retard dans le processus de production des statistiques au Cameroun. Alors je vais vous poser la question. Pour vous, quelle est la place de l'INS aujourd'hui dans la production des chiffres fiables au Cameroun? Merci. Très bien. Emmanuel. Ok, je vais remercier nos ennemis pour leur présentation. J'ai une préoccupation qui va dans le droit du Dr Onana. Alors, je vais me baser un peu sur un aspect chronologique. Pendant la Première Guerre mondiale au Cameroun, ou alors à la fin, peu de temps avant la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemand a pratiqué ce qu'on appelle la tactique de la terre brûlée, pour reprendre l'expression d'Isabelle Shelley, qui montrait que l'Allemand a détruit la grande partie des archives qui étaient à sa possession et emporté d'autres. Alors,
Au lendemain de sa défaite au Cameroun, la France et la Grande-Bretagne s'installent. Déjà, il y a cette difficulté pour la France à administrer le Cameroun pendant cette période, la période de communion. Quel est donc l'impact de cette destruction des archives sur la production des chiffres pendant la période coloniale au Cameroun? C'est ma question, merci. Très bien. Un dernier intervenant, monsieur Alioud Baye. Voilà, merci, docteur Onana. Merci, docteur Onana. Merci, monsieur Marius, de nous avoir entretenu sur les statistiques au Cameroun. Le Cameroun qui nous semble être un pays intéressant à étudier, puisque c'est en fait un laboratoire d'expérimentation de 3 systèmes statistiques. Comme M. Onana, Dr Onana a pu l'expliquer, nous avons d'abord le Cameroun sous le protectorat allemand, n'est-ce pas, le Cameroun avec la présence anglaise et le Cameroun sous domination française. Voilà. Maintenant, en fait, la question que je poserai à M. Onana, c'est en fait l'héritage, n'est-ce pas, statistique du Cameroun. Autrement dit, comment l'État indépendant camerounais en 1960, n'est-ce pas, a pu gérer cette trajectoire, cette influence, n'est-ce pas, de 3 systèmes statistiques. Comme autrement dit, comment les 3 systèmes statistiques ont été pris en compte par l'État indépendant en 1960. Voilà. J'ai une autre question pour M. Marius. Je pense que dans ses propos, il a avancé que le premier recensement de population a eu lieu au Cameroun en 1976. Voilà, donc en regardant également une petite comparaison, au Sénégal, je me suis rendu compte également que le premier recensement de population a eu lieu en 1976. Maintenant, ma question, est-ce que l'organisation du premier recensement au Cameroun, est-ce que ça a été le fait d'un agenda national ou bien une injonction des bailleurs de fonds? Merci. Très bien. Merci beaucoup. Je m'en vais donner la parole tout d'abord à M. Onana, puis à M. Fonkou pour répondre aux questions qui les concernent. M. Onana, en essayant d'être bref pour permettre aux participants suivants de poser quelques questions. D'accord, merci de me donner la parole une fois de plus. Je voudrais revenir premièrement sur les... Je ne sais pas si je peux dire confusion, mais ce n'est pas confusion sur les termes fabrication, adaptation et production. Je veux dire qu'il est pertinent que c'est difficile, en réalité, en termes de statistiques, de vraiment se positionner par rapport aux chiffres. En réalité, si j'ai parlé d'adaptation, c'est par rapport aux techniques qui ont été utilisées. C'est-à-dire qu'il existe déjà des théories qui doivent être appliquées sur le terrain. Mais ces théories ne répondent pas à certaines réalités. Et c'est pour cela que j'ai parlé d'adaptation. Je parle de production parce qu'en réalité, après la collecte des données et tout, il y a cette diffusion des chiffres produits. C'est pour cela que je parle de production. Dans un autre sens, on peut parler, peut-être dans certains contextes, on peut parler de fabrication. Si on va dans le sens de la manipulation des chiffres, comme Saïd a voulu le relever, dans ce sens-là, dans ce contexte-là, on peut parfois parler de fabrication des chiffres. Et peut-être si j'ai évoqué la fabrication des chiffres, c'est parce que on est là dans un contexte de guerre.
c'est-à-dire entre 1955 et 1958. C'est pour ça que j'ai essayé d'utiliser le terme fabrication, parce qu'il peut y avoir fabrication des chiffres. D'autant plus que, pourquoi je dis fabrication entre guillemets, parce que si on prend les recensements qui se sont déroulés dans le Vouri, c'est-à-dire au littoral du Cameroun, la ville de Douala, qui était une ville, comment on dit, qui était une ville rebelle, la ville où il y avait le front, ou les affrontements avec le système d'administration. Il peut y avoir fabrication parce qu'on a ciblé certaines familles auxquelles on a remis, par exemple, des livrets de famille à remplir. On n'a pas remis à tout le monde les livrets de famille. On a remis les livrets de famille à certains chefs de quartier, comme New Bell, qui sont toujours d'actualité en termes de chaleur. Oui. Et d'autres quartiers qui étaient à peu près hostiles à l'administration française, et des quartiers où résidaient les résistants, certains résistants de l'UPC. Dans ces quartiers-là, ça a été ciblé. Ces quartiers ont été ciblés en matière d'actes d'état civil, en matière de recensement sur la propriété, en matière même de comment je vais le dire, on est allé jusqu'à vouloir connaître la vie interne de certains leaders de syndicats et de certains leaders politiques. Et là, en ce moment, c'est pour cela que dans ma tête, peut-être, j'ai voulu évoquer le mot, entre guillemets, de fabrication. Mais ce que je voulais qu'on retienne, c'est qu'en réalité, les chiffres qui ont été produits sont des chiffres officiels. Et les interroger, c'est bien, mais il faut les utiliser en tenant compte de ce contexte-là, du contexte qui les a produits. Sinon, si vous les sortez de ce contexte-là, ils n'auront vraiment plus le sens de leur production en réalité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre première question. Alors, la deuxième question portait sur la compréhension entre le titre que j'ai donné et les dates, quoi. C'est-à-dire 1934, oui, et 1941, où il n'y a pas eu de production statistique. En réalité, j'ai expliqué que j'allais j'avais une démarche chronologique. Dans cette démarche chronologique, j'ai voulu expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à produire les chiffres. Je ne pouvais pas sauter un contexte comme celui-ci, où il n'y a pas eu production des chiffres, parce que je suis dans une démarche chronologique. Il faut bien que je montre qu'il n'y a pas eu quelque chose. Et c'est une technique d'analyse en matière d'analyse des données statistiques. C'est-à-dire que si j'ai là le tableau, il faut que je passe le tableau soit sous la forme de graphique pour mieux percevoir l'histoire du chiffre en question. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer, c'est-à-dire c'est à dessein, si ça se trouve là. Et maintenant, je voulais aussi rebondir, c'est-à-dire que je voulais dire qu'en réalité, dans l'exploitation des informations chiffrées en histoire, dans la constitution des tableaux, il en existe deux sortes. Il y a des tableaux complets et il y a des tableaux incomplets. Moi, j'ai voulu faire la synthèse des deux pour démontrer la production des chiffres et surtout le contexte dans lequel les chiffres ont été produits. Parce que c'est ça qui est plus important. Si vous comprenez le contexte, alors vous comprenez le chiffre. Bon, je voulais revenir sur la question d'Emmanuel et la question de Mbaye Alioune. En fait, ces questions-là, je pense qu'elles sont identiques, sauf qu'elles observent les deux périodes, c'est-à-dire il y a une qui concerne la période de mandat à la tutelle et l'autre concerne la période post-indépendance. Sur l'impact de la production au Cameroun durant le mandat, du mandat à la tutelle, je voulais dire qu'il y a deux observations à faire.
L'une est anglaise et l'autre est française. Je ne voulais pas faire de comparaison. Je n'ai pas voulu faire de comparaison. C'est pour cela que j'ai présenté les deux entités de façon séparée. Si vous prenez la partie du Cameroun occidental, vous allez vous rendre compte que les statistiques produites sont, j'ai envie d'utiliser l'expression, à la science près. Parce que les méthodes qui ont été utilisées sont des méthodes propres à la statistique. Et ce sont même des méthodes parfois interdisciplinaires, comme je vous l'ai dit en fonction des périodes 1921. On est allé interroger l'anthropologie pour constituer les chiffres. On allait interroger l'ethnologie pour constituer les chiffres. Je termine, donnez-moi juste une minute. On allait, en 1932, j'avais oublié, on est allé interroger la santé des populations. Parce qu'on a fait le premier recensement ou bien la première enquête démographique et de santé s'est produite au Cameroun occidental en 1932 avec Turner sous la direction de Jacob. Et ce sont des procédés anglais, des techniques anglaises en matière de recensement. Et vous allez bien remarquer que, en ce qui concerne le Cameroun français, je parle de deux entités. Je parle d'un dénombrement administratif et je parle, après 1956, du recensement. Vous allez voir que l'impact se prolonge après les indépendances. Et c'est exactement ce que nous vivons au Cameroun aujourd'hui, où deux systèmes essaient de s'affronter. Il y a un système qui est totalement concret dans la réalisation de ces actes. C'est-à-dire quoi? En 1953, lorsqu'on a sorti par exemple les statistiques sanitaires de 1953, si vous prenez ces chiffres, vous allez remarquer qu'il y a eu une répartition des infirmiers et des médecins selon les besoins de la population. Par contre, j'ai dit que je ne voulais pas faire de comparaison. Allez lire vous-même, vous allez voir comment le système français produisait les statistiques. Donc, en ce jour, par exemple, la crise que nous vivons, nord-ouest, sud-ouest, elle s'explique à partir de ce moment où il y a un système concret et un système qui est flou. Et ces deux systèmes-là essayent de se mettre ensemble. Vous allez voir, aujourd'hui, certains vont réclamer un statut spécial parce qu'ils ont vécu dans la concrétisation. Pendant que les autres s'en foutent parce qu'ils ont vécu dans le flou. Monsieur Onana, c'est pas très clair ce que vous dites. Je rattache pas très bien, je rattache pas ça très bien à la question qui était posée. La question, c'est de savoir quel caractère revêt un système, un appareil, un système statistique qui se nourrit à trois traditions. Est-ce que il ne s'agit pas de les comparer, il ne s'agit pas de comparer le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. J'ai pas eu le sentiment que c'était ça la préoccupation de M. Mbaye. La question c'est, et je l'avais un peu évoqué d'entrée de jeu, c'est quand on est porteur de ce triple héritage, finalement comment est-ce qu'on se définit et comment est-ce que cela peut impacter le travail que l'on effectue, éventuellement les chiffres que l'on produit. Je ne sais pas si vous pouvez... C'est une question qui est importante, elle est même pas, elle est décisive, s'agissant du Cameroun. Donc c'est important que vous clarifiez. Mais peut-être que M. Pompou peut lui, qui a travaillé plus spécifiquement sur la post-colonie, peut éclairer intervenir pour éclairer ce point-là. Si vous avez des questions. Je n'ai pas de réponse spécifique et je vais dire que il y a un fort impact lorsqu'il y a un lien entre trois expériences. L'expérience allemande a carrément été tronquée après le passage des Allemands. Il n'y a pas de véritable lien entre l'expérience allemande et l'expérience franco-britannique. Une fois que les Allemands sont partis,
les statistiques ont disparu. Celles qui sont restées étaient en gothique. Et la méthode qui était utilisée par les Allemands n'est pas celle que les Français ont utilisée après. Parce qu'il y a une période creuse entre 1916 et 1921, période pendant laquelle il y a des efforts de collecte statistique qui ont été faits par les Français, mais il n'y a pas de véritable trace. Parce que ce sont ces mêmes données statistiques qui ont été prises pour être contenues dans le plan Saro, par exemple. C'était les données de la période avant 1916, mais surtout 1916 et 1921. Et ces données ont été collectées parce que pendant cette période, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Saïd ou Chessi qui parlait des descriptions qui ont été faites par les Allemands. Moi, je vais prendre un exemple pour expliquer, pour étayer mon propos. Pendant la guerre, les Allemands, par exemple, au fur et à mesure qu'ils évoluaient vers Yaoundé, ils détruisaient le chemin de fer, puisqu'ils utilisaient le rail. Et lorsqu'ils utilisaient la route, ils détruisaient les ponts. Mais pendant la guerre, alors que le Cameroun est encore en guerre, la France parvient quand même à réparer les dégâts pour avancer, mais surtout pour exploiter le territoire. Et lorsque on exploite un territoire, il y a toujours des informations, des données qui sont contenues. Ce sont ces données qui se retrouvent dans le plan Saro. Premièrement, je dis qu'il n'y a pas de véritable lien. Il y a une petite expérience, certes, mais il n'y a pas de véritable lien qui a une influence sur le développement de la statistique postcoloniale actuelle. Il y a un lien si on veut avoir des informations économiques sur les activités économiques et sociales du Cameroun. Là, il y a un véritable lien, il y a une richesse qu'on a hérité de cette expérience. Maintenant, si on veut voir le lien dans l'impact et l'influence de la politique allemande sur la production des statistiques, au Cameroun, même après les indépendances, il n'y en a pas. Le lien direct, c'est celui de la France. Pourquoi je dis celui de la France? On a deux expériences franco-britanniques. Ce que j'observe, c'est que l'expérience qui a perduré, on a parlé du cas Coursier, les comptes nationaux au Cameroun en 1970, il y avait deux types de comptes nationaux. Il y avait une production qui était faite avec le système français Coursier, et il y a une deuxième production qui était faite d'après les données de l'ONU. La deuxième production épouse un peu les aspirations de la partie du Cameroun qui est d'expression anglaise, qui a hérité d'une tradition statistique anglaise et qui, d'une certaine manière, ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on devait continuer avec le système Coursier, qui était un système français. Sauf que, juste en 1972, quand il y a l'unification du Cameroun, c'est pour répondre, je profite pour répondre à Lyon qui a parlé qui a parlé du premier recensement. Il y a une précision dans l'histoire du Cameroun, il y a les indépendances, il y a la réunification, il y a l'unification. J'ai parlé du premier recensement post-unification. Là, on est en 1976. Donc, lorsque on regarde les similitudes qu'il y a entre les données présentées par les Anglais et qui étaient collectées et produites pour traduire les réalités de cette partie du Cameroun par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, on ne voit pas une très grande, beaucoup de similitudes. Il y a des similitudes, mais on ne voit pas autant qu'on voit dans la production des statistiques qui étaient faites par les Français. Là, c'est là où je trouve le lien. Mais s'il faut remonter à la période coloniale allemande, déjà, les statistiques sont en gothique. En gothique, il faut déjà premièrement traduire en allemand et traduire en français. Ce qui rend compliqué cela, lorsqu'il quitte le Cameroun, il y a une rupture sans continuité. Il y a une rupture dans la méthode de production des statistiques, dans la méthode de présentation des statistiques, sauf peut-être les tableaux qui sont les méthodes classiques, on renseigne le libellé, on renseigne l'effectif, etc. Mais ce n'est qu'avec la période anglaise et française qu'on voit une certaine continuité dans la partie anglophone du Cameroun après les indépendances pour une courte période et dans la partie française du Cameroun avec un impact jusqu'aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Je m'en vais donner la parole demander à Mme Germaine puis à Mme Carole de poser leur question. J'avais des questions. Oui, mais aussi je pense que vous avez profité pour
pour les prendre en charge, mais s'il y a des choses qui vous échappent, oui, il y avait une question, la question de Maïmouna, dans quel registre? Elle souhaitait exactement qu'on précise dans quel registre, si on parle de fabrication, d'adaptation, etc. Le thème approprié pour parler de statistiques, pour moi, c'est production. Il y a un processus de production. Maintenant, lorsqu'on parle de fabrication, c'est parce que peut-être on considère l'institut ou le service en charge de la production comme étant une sorte de fabrique ou un moule. Ça peut revenir, c'est un synonyme qu'on peut utiliser. Mais dans le fond, c'est une production, c'est un processus de production qui va de la collecte jusqu'à la publication des données. La publication, c'est rendre public les données qui ont été collectées. Ça, c'est comme ça que nous voyons. Maintenant, on peut parler d'adaptation dans la méthode de production de traitement des données. Oui. Il y a plusieurs méthodes. On peut par exemple, du fait du refus d'obtempérer de certaines personnes, de certains enquêtés, on peut utiliser la méthode de... j'oublie le nom. Il y a des méthodes pour remplir, et c'est comme ça, ce sont ces méthodes qui, pendant la période coloniale, donnaient par exemple des résultats avec les chiffres ronds. Avec les chiffres ronds. Je vais me mettre dans le chat. Voilà. D'accord, très bien. Je vais donc donner la parole à Mme Germaine, Mme Caroline, pour qu'elle pose leurs questions et vous allez y répondre. Il y a une ou deux choses